Bonjour à tous. Il est 13h55, ça va être le début de cette session. Je vous en prie, pour ceux qui viennent d'arriver, installez-vous bien. Donc déjà, merci beaucoup d'être présents ici pour cette journée au Transformation Day. Pour être sûr que vous êtes bien dans la bonne salle, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous êtes sur la session auquel on va parler de Big Data. Et on va parler de Big Data dans un premier niveau technique, au point de vue introduction. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Benoît Lachawatière, je Tech Solutions au sein des équipes AWS en France. Et à ce titre, j'accompagne au quotidien les clients sur la plateforme AWS et notamment sur l'ensemble de leurs problématiques liées à tout ce qui est analytics et gestion d'une plateforme de traitement de la donnée. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un de nos clients qui est représenté aujourd'hui en la personne de Stéphane, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Stéphane Soulier, effectivement client de la plateforme AWS pour les problématiques de Big Data chez Pretty Simple, qui est une société qui fait du jeu vidéo mobile, et donc avec des problématiques de tracking qu'on évoquera dans la présentation. Et donc, avant même de rentrer dans le détail au point de vue technique, au point de vue service et au point de vue framework qui a attrait à technologie concernant le traitement des données, on va avant tout se focuser sur pourquoi une plateforme Big Data, une plateforme dans laquelle vous allez traiter vos données. Ce slide-là est avant tout pour vous faire comprendre que cette plateforme-là doit être drivée par des business outcomes. Vous avez besoin d'avoir des use case business pour avoir une plateforme où vous allez traiter cette donnée. Pourquoi? Parce qu'avant tout, avant même de penser à une plateforme pour laquelle vous allez traiter vos données, tout le monde ici possède déjà de la donnée en entreprise, mais c'est de déterminer comment l'exploiter et pour répondre à quel use case. Un use case classique est avant tout de se dire « je souhaite moderniser mon infrastructure », qui peut être représenté par exemple par le fait et le souhait d'intégrer des applications mobiles. La donnée en provenance d'applications mobiles est une donnée qui a une structure très différente des applications qui vont utiliser la donnée en provenance de systèmes transactionnels ou de systèmes d'ERP par exemple. Et aujourd'hui, potentiellement, votre infrastructure ne peut pas gérer ce type de données. Donc vous souhaitez moderniser votre système d'information. Le deuxième outcome, c'est que vous souhaitez obtenir de nouveaux revenus. Premier point, vous possédez de la donnée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez la monétiser si vous le souhaitez. La monétiser pour la fournir à vos clients finaux, mais aussi à vos fournisseurs, après qu'elle ait été enrichie, qu'elle ait été transformée et qu'elle ait été agrégée, par exemple. Un autre exemple pour atteindre de nouveaux business et donc augmenter vos revenus est de déterminer, par exemple, sur quelle typologie de clients vous allez pouvoir appliquer des campagnes marketing pour les engager. Par exemple, si vous considérez que Benoît, à savoir moi, achète des couches sur un site de retail, quelles sont les personnes qui possèdent le même profil que Benoît, afin de pouvoir leur envoyer des campagnes promotionnelles pour pouvoir engager ces clients-là. Donc atteindre de nouveaux marchés pour augmenter vos revenus. Un troisième élément aussi est le temps réel. Pourquoi le temps réel? Le temps réel dans le sens où aujourd'hui, on ne veut plus avoir des réponses, si on considère par exemple tout ce qui est la détection de fraude, on ne veut pas avoir la liste des transactions potentiellement frauduleuses 24 heures après qu'elles se soient passées. On veut déterminer quelle a été une fraude potentielle au moment où la transaction a été effectuée. Et enfin, dernier point, notamment pour mettre en place les trois premiers outcomes et de déterminer donc les trois premières raisons business et de pouvoir automatiser, faire en sorte que son infrastructure, mais aussi ses opérations soient reproductibles et soient ISO, quel que soit son environnement. On va commencer par du développement, puis ensuite de la pré-production et enfin de la production. Et aussi, on va souhaiter se déployer dans un nouveau pays, dans une nouvelle géo. Pour ce faire, on ne va pas faire un certain nombre d'opérations manuelles, on va tout automatiser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que dans l'univers du Big Data, donc de la donnée, il y a différentes typologies de traitement de la donnée que vous pouvez faire. Le premier traitement auquel vous pouvez être habitué, c'est tout ce qui est batch processing. J'ai de la donnée et je vais répondre à des questions de manière périodique, de manière annuelle, de manière mensuelle, de manière hebdomadaire, par exemple. On a vu juste précédemment qu'on va aussi traiter de la donnée en temps réel, ce qu'on appelle le string processing. Et enfin, pour faire en sorte que la donnée qu'on va récupérer en temps réel, et aussi pour réengager ses clients, on va vouloir faire quoi? Faire du machine learning afin d'obtenir des prédictions pour pouvoir donner de meilleurs services à nos clients. Donc ça veut dire quoi par rapport à une plateforme où vous allez traiter votre donnée? Cela veut dire que cette plateforme doit avoir la capacité de gérer ces différents types de traitements et non pas un type en particulier.
Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, vous allez le faire selon un certain process. Et donc, quel serait le process que vous pourrez mettre en place et le process que l'on observe chez nos clients et qui correspond à la plateforme AWS. Avant tout, comme précédemment, on commence toujours par la gauche, et on commence par la fin. Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir? Quels sont les use cases auxquels on souhaite répondre? Est-ce qu'on souhaite optimiser la gestion de ces stocks pour s'assurer de manière prédictive que sur un produit, une référence en particulier, je sais que cette référence arrivera en rupture de stock dans 2 jours, de ce fait, de manière proactive, je vais exécuter ces quand même avant même d'arriver à la fin de mon stock, par exemple. Mais aussi, pour obtenir ces réponses, on a besoin de quoi? On a besoin de données. Et donc ici, typiquement, si on considère un utilisateur final, il peut être caractérisé de différentes manières. Il peut être caractérisé par ses achats, il peut être caractérisé par ses mouvements. Benoît prend le métro tous les matins, Benoît prend le train 1 fois par mois, Benoît prend l'avion 1 fois par semestre. On va caractériser cet individu. Et enfin, quelle va être l'expression de cet individu sur les réseaux sociaux qui va exprimer son contentement ou son mécontentement par rapport à une ou plusieurs marques que vous pourrez gérer. Donc comment on va pouvoir traiter l'ensemble de ces données-là? Et comme on peut le voir déjà, ce sont des données qui vont provenir de sources de données différentes avec des structures et des patterns différents. Donc ça va être des patterns hétérogènes. Par contre, la chose qui va toujours rester, ce qui va être en fait votre ligne conductrice, va être laquelle? Va être le process que vous allez utiliser. Cette étape est divisée en fait en 4 étapes. 4 étapes simples qui sont d'une logique implacable. La première étape est, bien sûr, cette donnée, il faut l'amener sur cette plateforme que sera votre plateforme de traitement des données. Par la suite, cette plateforme que vous allez ingérer, que vous allez collecter, il va falloir la stocker. Et là, c'est important de faire un point d'arrêt et on voit bien la différence entre le stockage et le calcul, qui est représenté par Process Analyze. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on stocke une donnée que cette donnée doit être associée à une force de calcul. Là derrière, je pense à quoi? Je pense notamment à des clusters Hadoop. Vous avez un mix entre le stockage et le compute au sein de serveurs qui vont faire les deux. Stockage et force de calcul. Ici, l'idée est de se dire, en fait, ma puissance de calcul, donc mon CPU et ma RAM, je vais l'utiliser simplement au moment où j'ai besoin d'enrichir mes données, de transformer mes données ou de les agréger. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le stockage est indépendant. Et si on regarde notamment au point de vue coût, qui va être un des axes majeurs, cela veut dire que ma force de calcul, je peux l'éteindre lorsque j'en ai pas besoin. Mes clusters deviennent des clusters transients. Et on va voir par la suite qu'on peut même avoir des implémentations où vous n'aurez plus aucun serveur à gérer, à savoir faire du serverless. Et enfin, une fois que cette donnée qui était brute, puis ensuite enrichie et enfin agrégée, et on va la rendre disponible soit à des utilisateurs finaux, par exemple à des data scientists, à des data analysts, ou bien à d'autres systèmes au sein de votre système d'information. C'est là où on va consommer ou bien visualiser cette donnée. Et sur cette chaîne-là, il y a trois éléments, 3 axes auxquels il faut effectivement prendre en compte pour mettre en place cette plateforme. Quel est le temps de réponse que je souhaite avoir? Est-ce que je souhaite obtenir des réponses à la seconde, à la minute, à la journée, au mois, et ainsi de suite? Donc, quelle va être ma latence? Deuxième élément, on parle de quelle volumétrie en fait? Pourquoi je mentionne ceci? Parce qu'en finalité, lorsqu'on regarde la big data, à chaque fois on se dit forcément on va toujours parler de pétabytes. Il faut bien voir en fait que pour certains clients, la big data va se traduire par quelques gigas, pour d'autres clients cela va se traduire par des téras, et pour d'autres des pétabytes. Et donc en fonction de cette volumétrie, vous allez pouvoir avoir des éléments architecturaux différents. Et bien sûr, en tout état de cause, de se dire, finalement, selon ces étapes-là, de quelle manière je vais pouvoir optimiser des coûts et quelles sont les bonnes pratiques associées au cloud AWS pour arriver à ceci. Donc, une fois qu'on a vu tout ceci, c'est de se dire, super, j'ai mon business, je sais quel type de données, je connais le process, et de se dire finalement comment je vais y arriver. Donc, quels vont être les principes architecturaux de haut niveau? Déjà, on a pu le voir avec ce process, la première étape est laquelle? De découpler. Chaque étape est indépendante les unes des autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je peux ingérer indépendamment de mon analyse. Je peux consommer indépendamment de mon stockage. Les étapes sont indépendantes. Mais aussi pourquoi? Parce que vous souhaitez que votre plateforme soit évolutive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez rajouter des nouveaux use cases. Ces nouveaux use cases vont dire quoi? Vont dire que potentiellement vous allez utiliser de nouvelles technologies. Donc si vous n'avez qu'une seule brique monolithique,
cela veut dire que cela va être compliqué pour la modifier, par exemple, au point de vue analyse, pour ajouter de nouveaux frameworks. Deuxième élément, qui correspond à ce que je viens de mentionner, vous allez avoir une plateforme qui sera composée de plusieurs outils, plusieurs services AWS, mais aussi de plusieurs frameworks technologies différentes pour justement répondre au mieux à ces différentes questions en fonction de votre latence et aussi de la volumétrie que vous allez utiliser. Autre avantage est de se dire ici, on veut construire une plateforme qui va gérer votre donnée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous n'êtes pas ici pour construire la meilleure plateforme IT pour la beauté du geste. Vous êtes là pour construire une plateforme qui doit répondre à des use cases business. De ce fait, le fait d'utiliser des services managés AWS vous permet d'avoir une plus grande agilité. Pourquoi? Du simple fait que, au point de vue administration, cela va vous enlever un certain nombre d'opérations. Typiquement, si on prend le fait d'utiliser des services serverless veut dire que vous n'aurez plus aucun serveur à gérer. Cela va être la responsabilité d'AWS. Ceci vous enlève cette partie-là. Vous allez vous concentrer sur quoi? Sur votre code métier qui va justement enrichir, traiter, transformer cette donnée et la rendre disponible à vos utilisateurs. Et aussi d'autres principes architecturaux indispensables à votre plateforme va être aussi le fait d'avoir la capacité de gérer l'élasticité de celle-ci. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément toujours recevoir la même quantité de données ou vouloir traiter toujours la même quantité de données, et aussi d'assurer la haute disponibilité de votre application. Et enfin, mais l'avant-dernier point aussi est de s'assurer que votre donnée doit être une donnée atomique. Quand je dis qu'une donnée doit être atomique, cela veut dire que vous devez toujours conserver cette donnée. Potentiellement, elle va évoluer vers la donnée enrichie, vers la donnée transformée, mais cette donnée, vous allez la conserver. Un exemple classique est lequel? Est celui d'un compte en banque. Sur votre compte en banque, pour déterminer votre balance, eh bien, vous pouvez la déterminer comment? Avec l'ensemble des opérations de crédit et l'ensemble des opérations de débit, vous pouvez reconstituer votre balance. Si vous perdez vos opérations de crédit ou vos opérations de débit, vous ne pourrez pas reconstituer votre balance. Donc les événements, vous les gardez et ils sont considérés comme atomiques. Par la suite, bien sûr, vous pourrez les enrichir, mais vous avez besoin de ces primitives-là. Un autre élément qu'on a déjà mentionné, et aussi je pense que Stéphane pourra l'illustrer, c'est au point de vue coût. Ce n'est pas parce qu'on gère de grosses volumétries de données, de par son nom Big Data, qu'il faut forcément déchaîner des passions autour de la gestion des coûts, et Stéphane pourra bien vous le mentionner. Un autre point important, on va regarder un petit peu plus quelles sont les primitives que vous allez pouvoir utiliser sur la plateforme AWS pour construire cette plateforme, et que j'ai pu voir au sein de différentes entreprises, et qui n'est pas forcément quelque chose qui est vraiment entré encore dans les consciences de tout le monde, mais c'est de se dire quelle est la température de ma donnée, quel est le cycle de vie de ma donnée. Pourquoi? Parce que j'ai pu rencontrer des clients. Là, pour l'occasion, c'était des clients qui pouvaient gérer des clusters Hadoop on-premise avec quelques pétas, 2 à 3 pétas de données entièrement sur du stockage HDFS, Hadoop Distributed File System. Cependant, si vous considérez bien la volumétrie de données que cela représente, vous n'allez pas requêter à un instant T de manière non continue ou de manière journalière 2 pétas de données. C'est impossible. Il y aura simplement une certaine partie de cette donnée qui sera de la donnée chaude que vous allez requêter. Ensuite, vous aurez de la donnée que vous allez réagréger. Vous pouvez voir ça comme de la donnée tiède, par exemple Batch Analytics. Et enfin, de la donnée froide, que vous allez archiver. Et donc, en fonction de cette température de la donnée, et donc cela veut dire quoi? Cela revient aussi à la latence à laquelle vous souhaitez obtenir cette réponse. On voit bien ici que toujours en respectant ce même paradigme, donc ces 4 étapes, on va voir qu'on va avoir différentes typologies de technologies à utiliser qui derrière vont se traduire par des frameworks et ou services AWS. Mais retenez ceci, quelle est la température de ma donnée et quel est son cycle de vie. Et là maintenant ce que je vous propose de voir, c'est de voir un certain nombre de services AWS justement pour construire cette plateforme de traitement de la donnée, et avant tout de commencer par lequel? De commencer en se posant les bonnes questions, à savoir où je vais stocker ma donnée. Où je vais stocker ma donnée, et notamment pour éviter les silos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir des plateformes où vous allez gérer votre donnée, mais sur ces plateformes-là, vous allez avoir une donnée où vous allez gérer la donnée de RP, une donnée où vous allez avoir un ou plusieurs clusters Hadoop différenciés. Et lorsque vous voudrez obtenir des réponses, comme par exemple, quel est le nombre de ventes que j'ai réalisé en France la semaine dernière, mais aussi quel est le nombre de ventes que j'ai réalisé en Asie ou à Paris sur une période de 6 mois, vous allez vous adresser à des systèmes différents. Vous allez donc créer des silos.
Et donc vous souhaitez éviter ces silos. Donc la réponse qui aujourd'hui doit vous venir naturellement est laquelle? Est Amazon Simple Storage Service, S3. Pourquoi? Parce que ça va être votre unité de stockage, pas simplement et purement que du stockage, il y a d'autres fonctionnalités à S3, mais principalement pour les raisons que l'on voit à l'écran. Avant tout, le stockage est illimité. Premier point. Deuxième point, vous pourrez stocker n'importe quelle typologie de fichier. C'est-à-dire que l'on regarde une plateforme qui traite la donnée, n'importe quel type de format. Du JSON, du XML, des logs, des fichiers en colonne, des orcs ou des parquets. Vous pourrez tout héberger sur S3. L'autre point aussi de ce fait, c'est que vous allez simplement être facturé à votre consommation en fonction du nombre de gigas stockés. Vous n'avez pas besoin de provisionner quelle sera en fait votre quantité de remplissage de votre espace de stockage à un instant T. Cela va automatiquement scaler. Et enfin, la durabilité de S3, donc ces fameux 11.9 qui se traduisent de quelle manière? Cela veut dire que si on considère que vous avez 10 000 fichiers qui sont hébergés sur S3, la probabilité de perdre un fichier peut arriver sur 10 millions, il faudra 10 millions d'années. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui est très important au point de vue durabilité de la donnée. Donc ok, premier élément, Amazon S3. Deuxième élément, c'est de se dire, maintenant que j'ai cette donnée-là, comment je vais faire pour pouvoir analyser de la donnée qui est déjà structurée? La donnée structurée, comme par exemple la donnée qui se trouve au sein de mes systèmes transactionnels ou de mes ERP. La réponse qui doit vous venir aujourd'hui est laquelle? Est Amazon Redshift. Amazon Redshift est un entrepôt de données. Un entrepôt de données qui, en gros, c'est une base de données orientée colonne. Pourquoi orientée colonne? Du simple fait que lorsqu'on traite de la donnée, lorsque vous avez un schéma orienté colonne, le temps de latence d'exécution d'une donnée et pour récupérer la donnée va être beaucoup plus faible. Redshift aussi est un service managé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous allez sur l'interface AWS, la console ou bien en ligne de commande, en quelques minutes, vous allez pouvoir lancer un cluster Redshift, donc de 1 ou plusieurs nœuds, avec une certaine puissance de calcul, mais aussi une certaine taille de stockage, et vous obtiendrez quelques minutes après un endpoint sur lequel vous allez pouvoir envoyer des requêtes SQL en JDBC ou en EDBC. C'est-à-dire que l'infrastructure derrière est gérée par AWS, comme par exemple le fait de gérer l'ensemble des backups de la donnée se trouvant sur des clusters Redshift. Un point aussi que j'aime bien en fait illustrer avec Redshift, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans Redshift, c'est une base de données orientée colonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut importer la donnée au sein de Redshift. Aujourd'hui, avec la fonctionnalité qui s'appelle Redshift Spectrum, vous pouvez directement, depuis un cluster Redshift, interroger toute la donnée qui se trouve directement hébergée sur S3. Et vous serez facturé en fonction de la volumétrie de données que vous allez inspecter ou que vous allez processer sur S3. Donc Redshift va vous servir d'indirection pour accéder à S3, qu'on peut voir aujourd'hui comme votre futur lac de données Data Lake. Autre élément, au bout d'un moment, j'ai ma donnée, je peux processer ma donnée structurée, mais vous avez des utilisateurs, notamment des utilisateurs business. Pour eux, le SQL, ça ne veut rien dire. Donc vous avez besoin en fait d'apporter quoi? D'apporter de la valeur business via des outils de BI. Et aujourd'hui, AWS fournit un outil de BI qui s'appelle QuickSight. Et avec QuickSight, vous allez pouvoir directement récupérer la donnée en provenance, par exemple, d'un Redshift ou d'un cluster Hadoop matérialisé par le service Amazon EMR ou bien depuis votre stockage S3 et en créer des dashboards. Et c'est une solution qui est entièrement managée. Vous avez un site web ou bien ça marche aussi bien sur les applications mobiles de type Android ou iOS où vous allez pouvoir créer vos dashboards. Ce qui est plutôt sympathique aussi avec QuickSight, donc c'est entièrement managé, mais c'est aussi Spice. Spice, en fait, c'est le fait d'avoir une cage de couches, je vais dire ça de manière grossière, mais une cage de couches dans laquelle vous allez pouvoir monter les données qui se trouvent sur vos différentes data sources auxquelles vous souhaitez brancher ce dashboarding. Autre point, c'est de se dire, maintenant qu'on a cette donnée, finalement, dans son lac de données, on va avant tout avoir de la donnée brute. Et ensuite, sur cette donnée brute, potentiellement, on va vouloir la combiner, l'enrichir, l'anonymiser, enfin faire un certain nombre d'opérations, en gros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aura besoin de compute, de force de calcul. Et pour faire ceci, un service parfait, qui est lequel? Est AWS Lambda. Service entièrement serverless, qui est basé sur les événements. Mais en gros, cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre seul élément qui vous restera à gérer sera votre code. Donc votre code qui vous servira à enrichir la donnée, par exemple, vous allez le déployer sur AWS, vous allez déterminer à partir de quel événement cette fonction sera lancée, et le fait que cette fonction se lance une fois ou n fois, c'est AWS qui va le lancer en fonction du nombre d'événements qu'il reçoit.
Et donc, c'est-à-dire que le scaling de manière automatique est géré par AWS, mais aussi la haute disponibilité, la fonction lambda s'exécutant sur toute une région AWS. Un exemple classique, peut-être lequel, si on regarde une plateforme de traitement de la donnée, c'est de se dire, typiquement, j'upload un fichier sur S3. Ce fichier-là, typiquement, je veux vérifier l'intégrité de ce fichier ou je veux anonymiser ce fichier-là. Pour ce faire, comme on a mentionné le fait que lambda est événementiel, au moment où je vais uploader un fichier sur S3, un événement va être déclenché sur lequel je vais venir binder, je vais venir attacher ma fonction lambda pour qu'elle s'exécute de manière automatique. L'intérêt de lambda aussi est lequel est que vous allez être payé en fonction de votre temps d'exécution et du nombre de fonctions lambda. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur votre plateforme de traitement de la donnée, si en production vous n'avez aucun élément qui va lancer une fonction lambda, vous avez l'ensemble de votre infrastructure prête et vous incombez 0 frais. Donc ça, c'est un point qui est aussi assez sympathique. Et ce que je n'ai pas mentionné, mais ce qui est écrit, bien sûr, aujourd'hui on supporte 4 langages de programmation, JavaScript via Node.js, Java, .NET et le petit dernier qui est Python. Maintenant, avec Lambda aussi, ce qu'il faut voir, c'est que vous pourrez potentiellement avoir des timeouts. Pourquoi des timeouts? Parce que Lambda a un temps d'exécution maximum de combien? De 5 minutes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on a une plateforme de traitement de la donnée, potentiellement, et même ça va arriver assez régulièrement, vous allez avoir des opérations qui vont vous demander plus de 5 minutes pour réaliser ce traitement. Par exemple, on peut très bien imaginer que vous souhaitez avoir une opération où vous allez avoir de la donnée brute en format JSON et vous souhaitez transformer cette donnée en format colonne, typiquement en parquet. Potentiellement, cette opération va durer plus de 5 minutes. De ce fait, les fonctions lambda ne vont pas être adaptées, par exemple. Donc on va utiliser quoi? On va utiliser l'écosystème Hadoop. Et l'écosystème Hadoop sur AWS existe de manière managée et est représenté par quel service? Par le service qui s'appelle Amazon Elastic MapReduce, aka EMR. Ça va être un service qui va vous permettre de déployer des clusters Hadoop de manière managée en utilisant plus d'une dizaine de frameworks standards du marché. En gros, concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque je vais sur l'interface AWS, la console, ou bien en ligne de commande, je spécifie le nombre de serveurs que je souhaite lancer, je spécifie quel framework Hadoop je souhaite lancer, Spark, Hive, Zeppelin. Donc je définis en fonction des réponses que je souhaite obtenir. Et quelques minutes après, votre cluster est disponible et vous serez facturé à la seconde après une première minute d'utilisation. Ce qui est intéressant aussi ici de remarquer, c'est que tout à l'heure, on a mentionné le fait que il faut que votre stockage soit décorrélé de votre compute. Et là, on voit bien ici tout l'intérêt. Pourquoi? Parce que dans votre plateforme où vous allez gérer la donnée, cette plateforme, vous allez avoir différentes personnes qui vont y accéder ou différents automates qui vont y accéder. Si on reprend l'exemple des data scientists, potentiellement, cela va être des personnes qui auront envie de faire des notebooks Python. Des notebooks Python sous du Jupyter ou bien sous du Zeppelin. Donc vous allez lancer certains frameworks Hadoop, en particulier sur un cluster EMR. Mais par ailleurs, vous avez aussi envie, par exemple, de faire cette fameuse opération pour transformer vos fichiers de log en format colonne. De ce fait, vous allez lancer un autre, et je précise bien un autre cluster EMR qui va vous permettre de faire cette opération-là. Donc ces clusters-là, vous allez les utiliser comment? Vous allez les utiliser à la demande en fonction des éléments d'enrichissement, de transformation que vous souhaitez faire. Donc c'est un point très important. Pourquoi? Parce que de ce fait, vous allez avoir des clusters transients que vous allez utiliser en fonction de vos besoins d'agrégation, d'enrichissement. Par contre, votre donnée sera toujours sur S3. Donc en gros, pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous n'aurez plus besoin que... vous aurez plusieurs clusters et non plus qu'un seul cluster pour faire toutes vos opérations et avoir des problématiques au point de vue opération à gérer, comme par exemple aussi la montée de version du framework Spark. Vous souhaitez faire une montée de version d'un framework Spark, au lieu de fait de tout modifier sur un cluster existant, vous allez lancer un nouveau cluster sur lequel vous allez pouvoir faire ces opérations et ensuite pouvoir retirer l'ancien cluster. Un autre élément aussi, au point de vue service managé pour pouvoir agréger votre donnée, est un ETL managé qu'AWS propose en la personne de Glue. Donc Glue, en fait, l'intérêt, c'est qu'il va vous proposer en fait des catalogues, par exemple l'ensemble des données se trouvant sur S3, et sur l'ensemble des données existant sur S3, vous allez pouvoir avoir ces catalogues et quels sont les différents data types associés. Et vous allez aussi pouvoir exécuter les différents jobs en fonction d'un scheduling que vous allez pouvoir définir.
lorsqu'on va vouloir exécuter de la requête ad hoc, c'est-à-dire typiquement avoir de la requête directement depuis S3 pour découvrir de nouveaux modèles ou bien pour faire du debugging, si on considère qu'on a énormément de logs, dans ce cas-là, on va utiliser quelle typologie de service? On va utiliser un service qui s'appelle Amazon Athena. En gros, c'est du Presto managé, sur lequel vous allez pouvoir exécuter des requêtes SQL et vous serez facturé sur l'ensemble de la donnée qui a été introspectée sur S3. Un autre élément qui est important, c'est que ces données en fait, que vous allez pouvoir requêter en SQL par Athena, vous allez pouvoir le faire sous différents formats de données. Vous n'avez pas besoin de structurer cette donnée selon un format en particulier. On a parlé d'un certain nombre de services, sauf d'un élément qui est le temps réel, et donc qui est assez important, qui était un des business outcomes. Et donc, que propose la plateforme AWS par rapport au temps réel? Elle vous propose Kinesis. Kinesis est une plateforme de streaming qui existe en différents goûts, différentes flavors, qui va vous permettre d'ingérer une très grande volumétrie de données de manière automatiquement scalable en la personne de Kinesis Firehose. Et cette donnée, vous fournissez un endpoint HTTPS, et sur ce endpoint HTTPS, cette donnée sera directement envoyée sur Amazon S3, mais vous pouvez décider de l'envoyer sur votre entrepôt de données Amazon Redshift ou bien sur du Elasticsearch. L'intérêt aussi, en utilisant Firehose, donc aucune infrastructure à gérer, est que vous allez pouvoir brancher des fonctions lambda afin de faire un premier enrichissement, une première transformation. Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser Kinesis Stream pour réaliser quelle opération? Des opérations de transformation custom et brancher différents consommateurs au même stream. Et enfin, on veut se dire finalement, je vais faire de l'analytique, je vais faire des analyses, et pour faire ces analyses, on a vu jusqu'à présent qu'il faut attendre que cette donnée ait été stockée puis analysée. L'idée est de se dire ici avec Kinesis Analytics et de faire l'analyse directement au moment où la donnée est ingérée, directement sur ce flux, cette bande magnétique, ou en tout cas ce tuyau, pour vous le représenter conceptuellement. Et donc pendant la période de rétention où la donnée est disponible, vous allez pouvoir faire des requêtes SQL pour trouver en temps réel des patterns, comme par exemple tout ce qui est détection de fraude. Mais aussi un autre élément important au point de vue temps réel, c'est le fait de pouvoir donner des réponses de manière quasi immédiate, avec une latence très faible, et cela va être représenté par DynamoDB, qui est un système de base de données non relationnelle, donc non SQL, entièrement managé. Pour créer une base de données DynamoDB, vous avez simplement besoin de 3 éléments: de déterminer la capacité en lecture par seconde de votre table, la capacité donc en lecture, en écriture, le nom et la clé primaire de la table. Ce sont les seuls éléments dont vous avez besoin de fournir pour créer une table DynamoDB. Et par la suite, le fait de gérer la réplication de cette donnée au sein d'une région AWS, le fait de gérer la scalabilité de celle-ci en fonction de la volumétrie de données qui se trouve au sein de cette table, va être géré par AWS. Et l'intérêt, c'est que vous allez répondre quasi à la milliseconde près. Et donc, une fois qu'on vous a présenté ces différents services AWS qui vont vous servir de primitive par rapport à votre plateforme de traitement de la donnée, je vais laisser Stéphane justement s'exprimer pour montrer un exemple d'implémentation de ces services-là sur la plateforme AWS. Merci Benoît. Alors, donc, comme je le disais à l'introduction, je travaille pour Pretty Simple qui fait du jeu mobile casual. Notre jeu phare s'appelle Criminal Case, donc vous pouvez retrouver le logo ici. C'est un jeu qui a eu un grand succès. Aujourd'hui, on compte plus de 300 millions d'installs uniques de ce jeu dans le monde. Et on a eu des pics à plus de 10 millions de joueurs actifs par jour. Donc c'est un jeu qui a beaucoup de joueurs, et comme pour tout jeu ou pour toute application, ce qui est extrêmement important, c'est de faire du tracking, de savoir finalement comment les gens utilisent notre jeu, qu'est-ce qui s'y passe pour qu'on puisse l'améliorer, pour qu'on puisse faire des A/B tests, pour qu'on puisse faire beaucoup de choses. Donc finalement, notre use case de départ pour nous, qui est indispensable pour notre métier, c'est d'être capable de savoir ce qui se passe dans notre jeu, et donc d'être capable de faire que notre jeu envoie des événements et que ces événements, on puisse les stocker et ensuite les analyser. Alors rapidement, avant de parler justement de l'architecture qui permet de faire cette problématique de tracking, quelques outputs business sur à quoi sert ce tracking. Alors le premier niveau, c'est les KPI. C'est savoir par exemple le nombre de joueurs actifs qu'on a tous les jours, uniques, les revenus,
la rétention, c'est-à-dire un joueur qui installe aujourd'hui, et ben, sur 100 joueurs qu'on installe aujourd'hui, combien j'en aurai dans 7 jours? Est-ce que j'en aurai 40 ou est-ce que j'en aurai que 5? C'est évidemment pas la même problématique pour nous derrière en termes de ensuite amélioration de notre jeu. Ça va nous permettre d'améliorer le tutoriel du jeu, d'améliorer la user experience globalement du jeu. Il y a énormément de sujets marketing. Dans ce monde digital et dans ces jeux mobiles, on achète les installs, on fait beaucoup de pubs pour faire venir les joueurs. Il faut savoir si on a raison de payer le prix qu'on paye pour ces installs. Est-ce qu'il faut continuer cette campagne de pub ou est-ce qu'il faut l'arrêter? Il y a beaucoup de sujets real-time pour pouvoir suivre ce qui se passe à chaque fois qu'on fait une nouvelle release du jeu. Est-ce qu'on a cassé quelque chose? Est-ce que les purchases marchent? Est-ce qu'elles ne marchent pas? Est-ce que nos prestataires, dont on intègre des SDK pour faire de la pub dans le jeu et pour monétiser notre audience, est-ce qu'ils ont des problèmes ou est-ce qu'ils n'en ont pas? Donc on a beaucoup de sujets real-time. Enfin, donc, des problématiques d'A/B test pour améliorer le jeu et un peu de machine learning, on va dire classique, pour détecter du churn potentiel et prendre des actions avant qu'un joueur décide de quitter notre jeu. Ou, comme je le disais, connaître la valeur, la LTV, donc la valeur sur le long terme de notre joueur pour bien maîtriser si toutes nos campagnes d'acquisition sont bonnes ou pas. Donc le tracking, c'est vraiment clé pour nous. Et alors, en fait, on a toujours fait du tracking chez Pretty Simple, mais avant, on le faisait avec un prestataire. Et en gros, le prestataire, il nous donnait un SDK, un petit bout de code. On le mettait dans notre jeu, donc sur à la fois la plateforme mobile ou la plateforme web pour ceux qui l'utilisent via Facebook. Et ça envoyait des événements que le prestataire collectait, qu'il analysait plus ou moins pour nous sur des dashboards basiques ou qu'il nous mettait à disposition pour faire des requêtes de type Hive ou ce genre de choses. En fait, assez vite, ça s'est avéré un peu inefficient parce que la volumétrie était grande et le prestataire en fait n'arrivait pas forcément à nous permettre d'avoir les use cases qu'on voulait, d'avoir la donnée aussi rapidement qu'on voulait. Comme vous l'avez vu dans la première page, on a plusieurs jeux, plusieurs apps. Il y a des problématiques de est-ce que j'ai des joueurs qui sont sur toutes mes plateformes? Est-ce qu'il y en a qui sont sur tous les jeux? Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on a décidé de tout refaire nous-mêmes. Et ok, on va tout refaire. Toute la partie tracking, on va la recréer nous-mêmes. Et donc on est parti avec AWS pour le faire. Et voici l'architecture qu'on a choisie qui est en fait, en gros, exactement ce que a décrit Benoît. Donc dans une problématique de tracking avec les volumétries qu'on a, donc en gros aujourd'hui on ingère 100 millions d'événements par jour à peu près. Le but, c'est de bien dissocier les problèmes. Le premier problème, c'est vraiment juste de se dire comment je fais pour stocker cette donnée, les événements qui me sont envoyés par les jeux, comment je fais pour les stocker sans en perdre. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas en perdre. Donc, les événements, ils partent du téléphone ou ils partent de l'ordinateur via Internet. Et notre but, c'est d'emmener sur S3 le plus vite possible sans en perdre. Et donc la première étape pour faire ça, c'est de faire une pause et de s'arrêter dans Kinesis. Ça permet en fait de dire, bon, l'événement, il est parti, aussitôt, je le stocke dans Kinesis. Une fois qu'il est dans Kinesis, je sais que je l'ai, il est sécurisé pendant 5 jours. Donc quoi qu'il arrive ensuite, si jamais toute la suite de mon process de traitement, elle est cassée pendant 1 jour, elle est non disponible, et ben, tous mes événements ne seront pas perdus. Ce qui aurait été le cas sans cette mémoire tampon, parce que sinon ça part, et puis c'est cassé, et je ne les ai jamais sur S3. Donc du coup, mes événements, ils arrivent sur Kinesis, ils sont stockés pendant 5 jours. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est de les emmener de Kinesis donc, à S3, et une fois qu'ils seront sur S3, comme on l'a vu, ils seront là après à vie. Alors pour faire ça, on utilise Kinesis Firehose, qui est l'outil en fait, on lui envoie plein d'événements, et lui, il les stocke pour faire des gros fichiers. Et puis, une fois que le fichier est suffisamment gros ou qu'il s'est écoulé suffisamment de temps, il écrit ce fichier sur S3. En faisant ça, on en profite au passage, via des lambdas, pour commencer à faire un petit peu d'enrichissement en temps réel de nos événements. Donc, par exemple, on va essayer de géolocaliser l'événement pour savoir dans quel pays était le joueur. Donc, on fait du géo-IP. On peut faire un petit peu de cleaning aussi, parce que nos endpoints, les instances EC2 qui reçoivent les événements, c'est ouvert, donc n'importe qui peut envoyer des événements. Donc potentiellement, on pourrait recevoir des événements non souhaités qui ne seraient pas envoyés par nos jeux, mais par quelqu'un qui s'amuserait à nous en envoyer. Donc du coup, on fait un peu de cleaning et on redirige les événements dans S3
en fonction de leur niveau de qualité ou de conformité avec nos standards et notre définition d'un événement. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on a gagné la partie stockage et qu'on a bien collecté, que nos événements sont sur S3. Toute cette partie collecte, elle est réalisée. Ce qui est important de voir aussi, c'est que en fait, toute cette partie collecte, on la réplique dans 3 régions, parce que donc, nos joueurs sont répartis partout dans le monde. Donc, on a deux data centers AWS aux États-Unis, un en Europe, et en fait, c'est juste un paramètre à changer, et si demain on doit mettre une 4e région, hop, on crée ça dans une 4e région, et ça roule, quoi. Donc ça, c'est vraiment confortable pour nous en termes de scalabilité. Donc là, on a réussi à faire le stockage. Maintenant, il y a la partie traitement. Alors sur le traitement, comme je le disais, il y a beaucoup de choses. Il y a la partie KPI, par exemple. Alors la partie KPI, comment on adresse ça? En fait, toutes les heures, toutes les nuits, via un produit que je n'ai pas représenté, mais qui existe aussi sur la plateforme, qui s'appelle Data Pipeline, il va y avoir des jobs sur des EMR qui vont se créer. Donc soit sur un EMR qu'on a un peu là en permanence, soit sur un EMR qu'on va créer juste pour l'occasion, pour qu'il fasse le calcul et qu'on va éteindre juste après le calcul. Et ces EMR, ils vont lire nos données sur S3, ils vont les agréger, et puis le résultat de l'agrégation, ça va arriver de manière structurée sur Redshift, et après sur Redshift, on a des dashboards que tout le monde peut consulter pour savoir quels ont été les revenus, le nombre de joueurs, etc. Je parlais du temps réel aussi tout à l'heure. Et bien en fait, les événements, quand ils sortent de la lambda, on les envoie dans Firehose pour qu'ils aillent sur S3, qui était vraiment l'objectif de stockage. Mais ces mêmes événements, on les envoie dans une autre Kinesis, où là, le but ne va pas être de le stocker longtemps, mais juste de l'avoir un petit peu pour pouvoir faire des applications real-time. Donc ça va être par exemple de faire du real-time analytics, donc ça me permet de savoir toutes les minutes. J'ai un dashboard où toutes les minutes, je vois combien j'ai de purchase, combien j'ai d'install, je vois tout, s'il y a un truc qui ne marche pas. Et en fait, on s'aperçoit même que côté tracking, donc dans mon équipe, on a parfois été plus réactif pour détecter des pannes des serveurs du jeu que des équipes du jeu. Donc on a vraiment ça en temps réel. Et cette agrégation temps réel, on la met aussi dans Redshift pour avoir du dashboard. Mais en fait, comme le disait Benoît, il y a d'autres use cases que je ne présente pas, parce que ça c'est vraiment le niveau 0. Pour nous, le tracking, c'est le point de départ de tout. Ensuite, avec cet élément de tracking, on continue. On fait des push notifications, on fait du machine learning, on fait beaucoup de choses. Et grâce à ce découplage, par exemple, cette Kinesis Analytics, je la réutilise. J'ai à nouveau des lambdas qui vont utiliser ces événements et qui vont faire appel à d'autres services qui n'ont pas de lien particulier avec le big data, comme SNS, pour envoyer des push notifications. Donc c'est vraiment l'intérêt de bien connaître les différents produits et d'avoir une architecture découplée. C'est qu'ensuite, si on veut brancher quelque chose, un peu comme un Lego, c'est très facile de venir se brancher au bon endroit pour continuer à construire notre infrastructure. Alors, quels sont nos outcomes chez Pretty Simple de l'utilisation de la plateforme? En gros, le premier, c'est que ça a bien répondu à nos critères qui était qu'on voulait une solution dont on définissait tout. On était honneur vraiment sur l'aspect business, de la définition de nos événements, de qu'est-ce qu'on faisait avec. Et donc ça, c'est vraiment une promesse qui est remplie par les produits AWS. C'est-à-dire qu'en fait, on code et c'est nous qui codons ce que l'on veut. Ce que l'on bénéficie, c'est d'une infrastructure. On ne perd pas trop de temps à gérer des serveurs. C'est pour ça qu'en fait, à seulement 2 ingénieurs en 6 mois, on a fait tout ça, quoi. Alors évidemment, ce qui est terriblement bien pour nous aussi, c'est la problématique de scalabilité. C'est que nos joueurs, ça bouge, c'est assez constant, d'une journée sur l'autre, le nombre de joueurs. Mais demain, on a beaucoup d'ambition sur nos prochains jeux. Et moi, la consigne que j'ai eue de mes fondateurs, enfin des fondateurs de Pretty Simple, de mes patrons, c'est que je devais faire une plateforme qui puisse être capable de gérer jusqu'à 100 millions de joueurs uniques par jour. Ce qui place l'ambition dans les très hauts standards des grands acteurs web. Et a priori, si je ne me suis pas trompé, on devrait y arriver sans trop de problèmes, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des jeux capables d'attirer 100 millions de joueurs, mais normalement, la partie data, derrière, ça devrait bien se passer. Et comme je le disais aussi, du coup, en fait, on peut vraiment continuer
à utiliser la plateforme pour de nouveaux use cases. Et donc aujourd'hui, on fait de la push notification, on fait de la LTV, on fait du churn, on fait beaucoup de choses qu'on vient rajouter sur ce prérequis qui était de pouvoir avoir notre tracking. Merci bien Stéphane, c'était un super... je vais te prendre plutôt la petite zapette, c'est un super use case et témoignage. J'espère que vous pouvez apprécier effectivement tout ce que Pretty Simple a pu mettre en place et qui correspond à ce qu'on a pu voir juste précédemment. En tout cas, merci beaucoup. Et donc juste pour, il nous reste 5 minutes, juste pour voir les différents éléments avec lesquels vous devez repartir de cette session-là. Donc premier élément qui doit être évident pour vous aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul outil, qu'un seul service que vous allez utiliser. Le fait de tout stocker au même endroit en utilisant par exemple simplement une base de données relationnelle, c'est fini. C'est une époque qui est révolue. Aujourd'hui, comme a pu vous le montrer Stéphane, lorsque vous mettrez une plateforme en place, il faut qu'elle soit évolutive. Deuxième point, on va parler d'agilité. D'agilité avant tout sur cette plateforme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez avoir différentes personas. Ces personas vont être représentées soit par des personnes physiques, soit par des automates, pour ces fameuses réponses. Mais d'un autre côté aussi, vous allez avoir différentes sources de données multiples et variées avec différents formats. En tout état de cause, ce qui sera constant, c'est quoi? Cela va être le process selon lequel vous allez utiliser cette plateforme de données, où là vous allez venir rajouter au fur et à mesure sur ces différents éléments les services qui vous seront nécessaires. Mais aussi, lorsqu'on a une plateforme qui va traiter la donnée, c'est d'être agile pour construire cette plateforme. C'est-à-dire que derrière, c'est une équipe qui a construit cette plateforme, comme par exemple chez Pretty Simple, et donc c'est de changer vos habitudes de développement, d'être agile et d'être DevOps, de considérer votre infrastructure comme du code, pour pouvoir s'assurer que vous pourrez répéter cette infrastructure à l'infini et éviter de perdre du temps sur une partie qui n'a plus trop d'intérêt pour vous par rapport à votre use case business. Et enfin, c'est de se dire, finalement, lorsqu'on veut avoir une stratégie data, on va prendre laquelle? On va prendre celle qui correspond à ces 10 points et voir comment AWS va pouvoir les couvrir. On va vouloir toujours s'assurer qu'on va ingérer de manière stable et ceci de manière élastique. On va assurer l'atomicité de la donnée. On va s'assurer qu'on va gérer le cycle de vie de cette donnée. On va s'assurer d'un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas tous les lister, mais avant tout, ce qui est intéressant de voir, c'est retenez ces 10 éléments et c'est de se dire finalement comment AWS répond à l'ensemble de ces éléments clés pour une stratégie de données est la suivante. Premièrement, on stocke tout dans S3. Une fois qu'on a tout stocké dans S3, on va ingérer. Et voilà la réponse AWS. Deuxième élément, et on va vouloir stocker, s'assurer qu'on va gérer le cycle de vie de la donnée. Troisième élément, on va vouloir indexer cette donnée-là. Cinquième élément, pardon, on va vouloir sécuriser et protéger cette donnée. Par exemple, on va vouloir chiffrer cette donnée-là, mais aussi contrôler ses accès. L'élément qui vient par la suite est lequel? Est de faire en sorte d'accéder à cette donnée-là, typiquement pour la rendre accessible à vos utilisateurs en interne, mais aussi en externe. Comment vous allez faire l'authentification, par exemple. Mais aussi, forcément, lorsqu'on parle d'une plateforme où vous allez gérer la donnée, quels seront les outils d'analyse, d'analytics de ce fait que vous allez utiliser sans la plateforme AWS. Et enfin, il y en a aussi un autre qui arrive, qui est pour gérer l'orchestration. On n'a pas forcément regardé pendant cette session, mais je vous invite à regarder ces deux petits compagnons que sont Step Function et AWS Batch, qui vont vous permettre de gérer l'orchestration de l'ensemble des jobs de votre plateforme, comme a pu le mentionner aussi Pretty Simple a utilisé Code Pipeline pour justement s'assurer de mettre de la glue, s'assurer que vous allez pouvoir mettre cette plateforme en vie tout au long de ces différentes étapes-là. Le dernier élément que je voulais vous mentionner est lequel? Est le suivant. Quelles devraient être votre prochaines étapes? Votre prochaine étape, la première, comme on a pu le voir en introduction, c'est de se dire, ok, super, maintenant, pour faire ma plateforme de données, je vais déterminer quels sont mes use case business, quelles sont les réponses auxquelles je souhaite donner, soit en interne, soit en externe, par rapport à mon entreprise. Deuxième élément, expérimenter. Et n'hésitez pas à expérimenter. Toujours selon le même process, ces fameuses 4 étapes-là, commencez petit, essayez ces différentes technologies en vous posant les bonnes questions comme on a pu se poser et finalement, vous n'avez plus peur du coup de l'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous payez à la consommation.
Donc au lieu d'avoir un investissement lourd et massif de par exemple quelques dizaines de milliers d'euros, voire même jusqu'à 1 million d'euros pour créer des clusters Hadoop, avant même de commencer le projet, vous allez utiliser des services à la demande que vous allez pouvoir scaler en fonction de votre charge. Et si jamais cette expérimentation est successful, continuez plus loin et allez jusqu'à la production. Et le dernier élément qu'on a un petit peu mentionné, mais qui est primordial, c'est par rapport à l'expérimentation, mais aussi vos business outcomes, de vous devenir agile. De devenir agile, c'est de s'assurer que les personnes qui vont mettre en place ces systèmes vont pouvoir, prendre en compte tout ce qui est amplitude DevOps et gérer une infrastructure comme du code pour pouvoir être déployé, duplicable et de ce fait provisionner l'ensemble de vos opérations, non plus en quelques mois, mais en quelques minutes ou au maximum un jour. Donc ça doit être différents next steps par rapport à cette session-là, en plus de regarder les différents services. Et en tout cas, avec Stéphane, on a été ravis de vous présenter ceci pendant cette session-là. N'hésitez pas à construire cette nouvelle donnée que vous allez ingérer, que vous allez collecter, que vous allez stocker, que vous allez analyser puis consommer sur la plateforme AWS. Merci beaucoup. On avait évoqué le coût de la plateforme et j'ai oublié d'en parler. Donc nous, avant, le prestataire qu'on avait, pour information, il traitait donc un jeu, ça nous coûtait 18 000 $ par mois. Aujourd'hui, par mois, la plateforme doit nous revenir à 3 000 $ par mois, à peu près. Effectivement, un peu moins peut-être. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on atteint ce budget-là, mais ça nécessite de bien optimiser chaque étape. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de spécificités. Et si tout est bien optimisé, c'est sûr qu'on obtient cette baisse de coût pour nous. Mais c'est vrai que ça nécessite d'être bien optimisé quand même. Merci bien d'avoir mis cette précision, effectivement. Voilà, merci beaucoup.